Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission de nos grands entretiens. Peu d'œuvres d'art sont aussi populaires que le Serment du jeu de paume du peintre David. Génial, quoique inachevé, cette peinture est un chef-d'œuvre d'histoire et un monument d'histoire en elle-même qui a illustré pour beaucoup d'écoliers la Révolution française et son commencement. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette œuvre d'art ? On a l'impression de voir les trois ordres d'Ancien Régime dans un élan fraternel qui, porté par un idéal commun, se retrouvent dans la salle du jeu de paume et jurent contre le roi de ne se séparer qu'après avoir rédigé une constitution. C'est le fameux épisode de la Révolution française, celui qui le commence pour beaucoup, le serment du jeu de paume, et qui se déroule le 20 juin 1789. Cette toile incite ceux qui l'admirent à épouser cette unanimité, cette indivisibilité apparente, à accompagner cet élan politique et à rejoindre les personnages qui composent la toile. Bailly, Robespierre, Maupetit, qui assurément participent à un événement d'une ampleur qui les dépasse, je dirais même qui les engloutit. Alors on n'a pas forcément envie de s'approcher et de scruter les visages qu'on pourrait imaginer dépassés, anxieux. On préfère rester sur cette impression de cohésion civique. Et d'ailleurs, est-ce que la Révolution française, ce n'est pas justement le reflet de la cohésion civique, de cet élan démocratique ? Mais comme pour l'histoire, on redoute de regarder de près. La Révolution française est l'acte de naissance d'un monde nouveau, illustré par ce serment du jeu de paume, et l'un comme l'autre s'accompagne de bien des mythes et des rêves. On n'ouvre jamais la porte d'un monde nouveau sans que celle-ci ne grasse un peu, pour reprendre les mots du grand historien que je reçois aujourd'hui. Bonjour Emmanuel de Vareskel. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-il utile de vous présenter encore une fois ? Vous êtes historien de renom, spécialiste du XVIIIe et du XIXe siècle, plus précisément de la fin de l'Ancien Régime, de la Restauration et de l'Empire, et vous êtes professeur à l'École pratique des hautes études. Une première question qui va répondre à mon lancement. Qu'est-ce que vous ajouteriez à ce que j'ai dit sur le tableau de David ? Qu'avez-vous à dire ? Et vous, qu'est-ce que cette toile vous inspire ? C'est un tableau impossible. Vous avez dit qu'il était inachevé. En effet, David présente le dessin préparatoire qui se trouve au musée du Louvre, au salon de 1791. Mais nous n'en avons plus qu'une, une copie peinte qui est incomplète et une reprise sous forme de fresque qui se trouve dans la salle du jeu de paume de Versailles, réaménagée sous la Troisième République dans les années 1880. Pourquoi est-ce que c'est un tableau inachevé ? Parce qu'au fond, David n'a pas réussi à saisir ce moment du 20 juin 1789, dans la mesure même où lui-même a changé de position, devient conventionnel régicide, que la Révolution va trop vite pour qu'il puisse arriver à fixer ce moment. Donc il a transformé au fond ce moment en une sorte d'allégorie. C'est le premier grand tableau allégorique de l'histoire de la Révolution française, et peut-être l'un des seuls d'ailleurs. Et Michelet, sur ce plan, a parfaitement raison en disant que la peinture d'histoire, la grande peinture d'histoire, ne dira jamais et ne peut dire la vérité de l'histoire. Et c'est exactement le cas de David. D'abord, du point de vue des inexactitudes, elles sont nombreuses. David fait figurer dans une des tribunes du jeu de paume le journaliste Marat, qui n'était pas présent le 20 juin 1789 à Versailles. Il fait figurer dans cette espèce de trilogie sainte qui regroupe les trois personnages principaux de l'ordre du clergé, c'est-à-dire Don Guerle,
le pasteur Rabot-Saint-Étienne et l'abbé Grégoire. Parmi ces trois personnages, Donguerle, qui était député suppléant de l'ordre du clergé à l'Assemblée nationale aux États généraux, n'était pas présent. Il n'arrivera que plus tard, dans les derniers mois de 1789, il n'était pas présent au jeu de paume. Mais cette trilogie sainte, ce que j'appelle cette trilogie sainte, qui est au premier plan, qui figure au premier plan, n'oublions pas tout de même que Bailly, qui prête serment debout sur une table, nous tourne le dos dans le tableau, et que nous avons une sorte de demi-cercle parfait, cette allégorie du serment laïque, bras levés, de la part de l'ensemble des députés, à l'exception du traître qui est au fond le premier dissident de la Révolution française, qui créera beaucoup de dissidences, qui est ce fameux Martin d'Auch, député du sud-ouest du royaume, qui a inscrit son nom comme opposant, ce qui est découvert assez rapidement par les secrétaires de l'Assemblée nationale, et c'est ce qui lui vaut une certaine animosité, au point que Bailly, le président de l'Assemblée, sera obligé de l'exfiltrer et de le faire sortir de la salle par une porte dérobée. Donc on a, d'un point de vue allégorique, on a à la fois le renversement de sacralité, de la sacralité monarchique à la laïcité, à la sacralité de l'Assemblée nationale. On a cet enthousiasme et cette présence orageuse de l'utopie, parce que, autre inexactitude de la part de David, il fait figurer, par une des fenêtres ouvertes de la salle du jeu de paume, il figure un éclair qui s'abat sur la chapelle royale, car on voit au loin, au second plan, la chapelle royale du château de Versailles, alors même que lorsqu'on consulte les archives de l'Observatoire de Paris et qu'on s'intéresse au temps qu'il faisait, je veux dire le temps dans le sens du climat, au temps qu'il faisait ce 20 juin, nul orage à l'horizon, mais cet orage est également allégorique, c'est l'orage des esprits, l'orage des cœurs, et l'orage de cette aspiration au bonheur des peuples, qui est parfaitement figuré par David dans son tableau. Donc un tableau allégorique qui au fond ne dit quelque chose, bien entendu, du point de vue de la mémoire de l'événement, mais ne dit pas grand-chose de ce qu'a été cet événement, cette séance du 20 juin, à la lumière des sources contemporaines de la séance, car du point de vue des sources écrites, évidemment, la façon dont cette séance s'est déroulée évolue, la vision de la séance évolue au fur et à mesure des évolutions de la Révolution française. Mais on comprend les embarras de David. Bailly, qui préside l'Assemblée nationale, va monter sur l'échafaud. Un certain nombre des grands ténors du tiers-état qui figurent sur le tableau vont monter sur l'échafaud. Vous savez, c'est cette fameuse phrase de Vergniaud, la Révolution dévorera ses enfants à mesure, et à un moment donné, David se retrouve dans une impasse, alors même qu'il a demandé aux différents protagonistes de ce serment du jeu de paume de le voir dans son atelier, et alors même qu'on reconnaît parfaitement la figure de Mirabeau est centrale. Pourquoi est-elle centrale dans le tableau de David? Parce que Mirabeau est au sommet de sa popularité lorsque David esquisse ce dessin, à la demande d'ailleurs d'un des participants de la journée du 20 juin, Dubois-Crancé, qui est l'un des membres du Club des Jacobins, et c'est au Club des Jacobins que Dubois-Crancé propose l'organisation d'une souscription nationale à l'exécution de ce tableau que Dubois-Crancé, que les Jacobins voient dans un très grand format, et qui est à l'avance donné à l'Assemblée nationale, et qui devait au départ figurer peut-être dans la salle du manège des Tuileries à l'Assemblée nationale. Ce tableau n'existera jamais. Je vous ai dit qu'il en existait une copie qui, je crois, est à Bruxelles, qui est une copie tardive qui probablement est contemporaine des débuts de la Restauration. Nous avons quelques esquisses préparatoires de David. Nous avons ce dessin qui est essentiel, mais pour les raisons que j'ai essayé de vous expliquer, de cette
révolution qui est comme Saturne et qui dévore ses enfants, David finit par renoncer à son tableau. La souscription, par ailleurs, je le précise, marche assez mal. Je l'ai étudié de près, j'ai même retrouvé des bons de souscription, mais cette souscription à ce qui devait être la gravure tirée de la peinture va finir par être un échec pour les mêmes raisons que celles que j'ai indiquées tout à l'heure. La révolution va trop vite. 7 jours, c'est le titre de votre livre, donc 17 au 23 juin 1789. La France entre en révolution. Pour vous, ces 7 jours sont les 7 jours qui symbolisent et les 7 jours qui font entrer la France dans ce monde nouveau. Ce sont les jours les plus importants de cette période révolutionnaire ? Oui, alors, en réalité, au début, je voulais, travailler sur 2 moments de la Révolution. J'ai commencé par choisir, je dirais, un des moments de la terreur les plus dramatiques, qui est celui du procès de Marie-Antoinette. Et donc j'ai publié un livre qui lui est consacré, qui s'appelle Juger la reine. Donc ce procès qui dure sur 3 jours, du 14 au 16 octobre 1793. Et puis j'avais la ferme intention de travailler sur un moment consacré au début, au commencement de la Révolution française, à la promesse de 1789, à l'enthousiasme. Et je pensais, comme nous en avons parlé tout à l'heure, consacrer un livre exclusivement à ce serment du jeu de paume du 20 juin. Et puis je me suis aperçu que du point de vue de la compréhension de l'événement, j'étais trop court. Et en travaillant, parce que je suis un homme de sources, de traces, et je travaille autant que faire se peut, et suivant le flair plus ou moins heureux qui est le mien dans les fonds d'archives, que ce soit des fonds d'archives privés ou publics, je me suis aperçu qu'on ne pouvait comprendre ce serment du jeu de paume que si on le restituait dans une séquence longue, qui au fond correspond à une semaine, ce qu'on pourrait appeler la semaine sainte de la Révolution, le moment fondateur de la Révolution française, qui commence le 17 juin 1789, quelques semaines après la convocation des États généraux et la réunion des députés des 3 ordres, clergé, noblesse et tiers état à Versailles dans les premiers jours de mai 1789, donc quelques semaines après, et qui s'achève le 23 juin, donc 7 jours plus tard, avec inscrit et enchâssé dans cette semaine comme une espèce de joyau cette fameuse séance du jeu de paume du 20 juin. Et le 23 juin, c'est le jour de la séance royale, où Louis XVI, après avoir lancé les États généraux le 5 mai dans la grande salle générale des menus plaisirs, avenue de Paris à Versailles, à quelques encablures du château, va se rendre pour la seconde fois dans cette salle générale pour essayer d'arrêter ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire au fond une subversion de la souveraineté et une dépossession de la souveraineté qui passe brutalement en 7 jours de la tête du roi à la tête de la nation, et essayer de proposer un train de réforme qui lui permettrait de reprendre la main sur cette révolution qui est déjà en train de s'emballer et qui est en train de le mettre sur la touche. Cette séance royale se termine mal, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà, pour moi, cette semaine, elle est fondatrice. Elle est intéressante du point de vue de la recherche parce que elle a été au fond un peu négligée au bénéfice du 14 juillet de la prise de la Bastille. Ce qui peut paraître surprenant d'ailleurs. Oui, mais je dirais que le poids symbolique de la prise de la Bastille, qui n'en est d'ailleurs pas une, la Bastille se rend beaucoup plus qu'elle n'est prise, va l'emporter et l'irruption du peuple sur la scène de la Révolution va l'emporter et va décider au fond, même si la séance du 20 juin reste importante dans la mémoire collective, mais va décider du moment fondateur que l'on voit beaucoup plus à Paris le 14 juillet, au Faubourg Saint-Antoine, autour de cette prise de la Bastille, qu'à Versailles entre le 17 et le 23 juin. Donc au fond,
aucun de mes prédécesseurs historiens, Gaucho a écrit un livre magnifique sur la prise de la Bastille, il n'y a pas d'équivalent du livre de Gaucho sur cette semaine fondatrice de juin 1789, et ayant trouvé des archives extrêmement intéressantes, et notamment à la fois à la bibliothèque historique de Versailles, mais aussi aux archives de la Défense et aux archives nationales, ayant trouvé des manuscrits de journaux de députés du tiers-état qui n'avaient jamais été exploités, et m'apercevant petit à petit à quel point, du point de vue de la thématique, du point de vue de l'inscription de cet événement dans l'ensemble de la Révolution jusqu'en 1794, jusqu'à la chute de Robespierre, cette semaine était importante. J'ai pris la décision donc de travailler sur cette séquence chronologique qui me paraît fondamentale. Vous évoquez donc 3 moments importants de la Révolution. Le 17 juin... 3-7 et match, quoi. Le 17 juin, les députés du tiers-État se déclarent en Assemblée nationale. Est-ce le début du transfert de la souveraineté du roi au peuple? Est-ce que c'est une illusion d'imaginer que c'est le peuple qui a eu la souveraineté? Et une autre question sur le terme de l'Assemblée nationale qui nous paraît évident aujourd'hui, mais qui ne l'était pas à l'époque. Alors d'abord, ce renversement de souveraineté, ce décret qui est voté par les députés du tiers-État, à l'exclusion donc des députés des 2 autres ordres du royaume, qui sont le clergé et la noblesse, à l'exclusion du roi, ce décret qui est proposé par un obscur député du centre du royaume qui s'appelle Legrand, mais qui est probablement mis en avant par l'homme qui sera l'homme de cette journée, qui est l'abbé Sieyès, qui est déjà célèbre par la brochure qu'il publie en janvier de cette même année 89, qui est Qu'est-ce que le tiers-État. Ce décret qui fait des députés ou de l'ordre du tiers-État une assemblée nationale, il est voté à une grande majorité, hein. Les députés du tiers-État, c'est 550 individus, et qui sont pas tous présents ce 17 juin, mais sur 540 ou 550 votants, seuls 85 à 90 participants refusent de voter ce décret qui fait du tiers-État une assemblée nationale. Mais cette assemblée nationale, elle est promulguée au nom de la nation et pas au nom du peuple, puisque je reprends et je rebondis sur ce que vous me dites tout à l'heure. Et elle donne déjà à penser à ce que seront les relations compliquées et conflictuelles entre les représentants de la nation, qui sont ces 550 députés du tiers-État, le 17 juin, et le peuple, qui est d'ailleurs évoqué de façon assez abstraite. De quel peuple s'agit-il? On rejoint un petit peu l'idée de l'utopie. On sait que toute l'histoire de la Révolution sera une histoire à la fois de rapprochement et d'affrontement entre 2 types de légitimité. Un premier type de légitimité qui s'incarne le 17 juin, qui est la légitimité par les urnes, et un deuxième type de légitimité qui s'incarne par la rue et par le peuple, qui est la légitimité de démocratie directe, entre guillemets, et qui vont se retrouver, qu'on trouve déjà entre cet événement du 17 juin et la prise de la Bastille le 14 juillet, mais qu'on retrouve tout au long de la Révolution française, jusque sous la Terreur, lorsque, à la faveur de ce qu'on a appelé les journées révolutionnaires, les sans-culottes des 48 sections parisiennes, les membres de la Commune de Paris, marchent sur la Convention nationale pour obtenir des décrets que la Convention répugne parfois à voter. Ce sont les fameuses grandes journées de septembre, d'octobre 93. Et donc, je dirais, cet antagonisme, ce conflit de légitimité, il est au cœur du processus révolutionnaire. Il en forme presque le combustible. Et ça démarre le 17 juin. Lorsqu'on lit
les écrits dans les discours des jours qui ont précédé, du 15 au 17 juin, et aussi dans les brochures publiées par les protagonistes de cette journée, par les grands personnages de cette journée du 17 juin comme Barnave ou comme Sieyès, ceux-ci prennent grand soin à distinguer la nation du peuple. Pour ces députés, la nation, c'est la partie éclairée, lisante et écrivante du peuple. Ces députés, il faut un peu regarder quelles sont leurs origines. Ils appartiennent à la part moyenne du tiers-État, au fond. Et ils sont très majoritairement issus de milieux juridiques, ce qu'on appelle la basoche à l'époque, qui tournent autour des parlements, que ce soit des avocats, des conseillers, des procureurs, des lieutenants civils ou criminels. Ce sont des hommes de droit et de magistrature. Pour quasiment 400 d'entre eux sur les 550 ou 600 qui figurent aux États généraux en mai et juin 1789. Et on le voit très bien dans les écrits qu'il publie dans les mois qui précèdent la convocation des États généraux, cette distinction qui est faite. Et ce rapport, je dirais, qui est un peu celui du chat et de la souris, entre ces députés et le peuple, encore une fois, pris dans son acception abstraite, à la fois cette nécessité de l'irruption du peuple sur la scène de la Révolution et en même temps cette méfiance de la part des députés du tiers-État vis-à-vis du rôle toujours dangereux que le peuple peut jouer. Et je dirais, pour tirer un trait et tirer une passerelle de l'époque de la Révolution aux époques contemporaines que nous vivons toujours, nous sommes tout de même les champions du monde des manifestations de rue et de la grève, et nous vivons toujours cette dichotomie, cette valse-hésitation entre une légitimité de la rue et une légitimité des urnes. Et je pense que d'ailleurs c'est un des éléments d'explication de la crise démocratique que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça, c'est certainement un héritage de la Révolution, et plus précisément un héritage de cette semaine de juin 89. Donc, constitution de l'Assemblée nationale, des députés en Assemblée nationale, alors même que d'autres députés proposent d'autres dénominations, la plus grande partie de la nation, par exemple, de la part de Mounier, ou l'Assemblée des représentants du peuple, précisément, de la part de Mirabeau. Non, c'est la dénomination Assemblée nationale qui l'emporte, et lorsqu'elle l'emporte, au fond, vis-à-vis du roi qui n'est pas présent et à qui on ne demande pas de valider le décret, de donner sa sanction au décret, c'est déposséder le roi de la nation. L'une des légitimités fondatrices de la royauté, c'est une légitimité d'incarnation. Le monarque ne fait qu'un, le souverain ne fait qu'un avec la nation, et c'est en cela que la souveraineté lui appartient. Et d'ailleurs Louis XVI y tiendra au point de le redire quelques jours avant la prise des Tuileries, le 10 août 1792, dans sa proclamation du 3 août 1792, si mes souvenirs sont bons, je ne fais qu'un avec la nation. Précisément, non. Les députés du tiers-État le séparent de la nation dès le 17 juin. Non seulement il le sépare de la nation, mais il lui retire l'une de ses prérogatives qui est au cœur de l'absolutisme monarchique, qui est celle de lever l'impôt, puisqu'il déclare les impôts royaux illégaux et qu'il mette la dette publique. On sait que c'est cette question de la dette et surtout du déficit des comptes publics qui conduit à la convocation des États généraux et à la Révolution. Ces députés du tiers-État, après s'être constitués en Assemblée nationale, à la demande de Sieyès, mettent la dette publique sous l'honneur et la protection de la nation. Donc c'est déposséder aussi le roi de l'un de ses pouvoirs régaliens les plus importants, qui est, comme je l'ai dit, le pouvoir, celui de lever l'impôt. Mais en amont, lorsque le roi convoque les États généraux, est-ce qu'il voit pas dans ces États généraux une menace pour sa souveraineté, une menace pour la monarchie ? Il faut dire un mot de la position du roi.
Louis XVI a été un roi de ministéria, un peu comme l'a été Louis XIII avec Richelieu. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Je pense que pour comprendre un événement comme celui-là, celui de cette semaine de juin, il faut faire le tour de la question, c'est-à-dire le regarder des deux côtés, à la fois évidemment du côté de la Révolution, mais aussi du côté de la famille royale, de la cour, des ministres, de la noblesse, d'une partie du clergé qui va très vite s'opposer à cet acte fondateur de la Révolution française. Et ce roi Louis XVI, donc qui monte sur le trône à la mort de son grand-père Louis XV en 1774, est un roi qui gouverne par la confiance qu'il accorde à ce qu'on appelait un ministre principal. Ça sera Vergennes, son ministre des Affaires étrangères, qui le conduit vers une intervention française auprès des insurgents américains contre l'Angleterre à partir de 1778. Donc c'est aussi un roi de guerre. Louis XVI, on a toujours l'impression que c'est un roi hésitant, parce que la figure de Louis XVI est très marquée par la période révolutionnaire. Et au fond, la période révolutionnaire, où les écrits contemporains de la Révolution déforment profondément l'image qu'on devrait avoir de ce roi tel qu'il était avant la Révolution, avant 1789. Donc ce roi qui accorde difficilement sa confiance, qui est un roi secret, un roi du secret, qui a à la fois une jalousie de son pouvoir et en même temps une forme de soupçon par rapport aux différentes personnes qui figurent dans ses conseils, accorde difficilement sa confiance et l'accorde à un principal ministre, Vergennes comme je l'ai dit, puis Calonne qui sera son contrôleur général des finances dans les années 1780 jusqu'au jour où Calonne doit quitter le pouvoir en 1787 alors même que Vergennes meurt. Et donc Louis XVI se retrouve comme le roi est nu, si j'ose dire, et il se retrouve dans l'obligation après le court épisode du ministère Leménide-Brienne, il se retrouve dans l'obligation de prendre un ministre qui avait déjà été son ministre comme directeur des finances à la fin des années 1770, qui est Jacques Necker, ce banquier suisse très populaire. Et au fond, le rappel de Necker, c'est déjà un acte d'aveu ou un aveu de la part du roi de cette soumission à l'opinion publique, à cette montée en puissance de l'opinion publique, à l'espace public du politique, comme le dit très justement Jürgen Habermas. Louis XVI rappelle Necker à contre-cœur, il ne l'aime pas, il s'en méfie, et il se retrouve au sein d'un conseil qui est profondément divisé. Donc division de son conseil, qui va créer de l'incertitude et certainement de la lenteur dans les décisions qui vont être prises par le roi et par la famille royale. Division au sein même de la famille, d'ailleurs, entre le roi, ses frères, ses deux frères cadets, les futurs Louis XVIII et Charles X, mais aussi les princes du sang, le prince de Condé, le duc de Bourbon, le prince de Conti, qui sont tous vent debout contre la convocation des États généraux, mais en même temps, obligation de la part du roi de convoquer ces États généraux pour des questions qui sont des questions d'équilibre financier, des comptes du royaume. Lorsque Calonne entre dans le cabinet du roi un certain jour d'août 1787, il annonce à Louis XVI que le déficit des comptes publics de l'année 1787 sera de 150 millions de livres, alors même que la dette qui s'accumule, c'est pas nouveau, hein, la monarchie a toujours vécu au-dessus de ses moyens, alors même que la dette qui s'accumule depuis des années, qui a été profondément aggravée par les coûts de l'intervention française auprès des insurgents américains, notamment du côté du budget de la marine, alors même que cette dette s'élève à la somme astronomique de 4 milliards de livres. Donc, dans l'esprit de Louis XVI, alors même que Louis XVI est en butte à l'opposition des parlements, qui refusent d'enregistrer les mesures de réforme financière, notamment du point de vue de l'impôt et de l'égalité de l'impôt qu'il propose via le grand plan de réforme de son ministre Calonne qui date de 1787, Louis XVI est acculé à l'obligation, et là encore à contre-cœur, de convoquer les États généraux. Mais je pense que le roi
qui par ailleurs est affecté par un drame familial, et je voudrais en finir pour essayer de boucler ce petit portrait très court que je tente de Louis XVI. Le roi et la reine perdent leur fils aîné à Meudon le 4 juin. Alors même que les événements que je raconte se déroulent quelques jours plus tard, et il est certain que le bouleversement psychologique que représente cette mort du dauphin qui a 7 ans, qui meurt de tuberculose, va jouer dans la façon dont Louis XVI va affronter ce coup d'État, pour dire les choses, auquel il ne s'attendait pas. Il ne s'y attendait d'autant moins que, d'une part, il convoque les États généraux uniquement dans la perspective d'un règlement de proposition que les États généraux lui feraient relativement à la question financière, et que ces États généraux n'ont pas été convoqués depuis 1614, et que la réglementation qui est publiée par le roi et son conseil est une réglementation du point de vue du processus électoral qui est extrêmement risquée, ce dont probablement le roi ne se rend pas compte, dans la mesure même où les collèges électoraux qui sont convoqués au sein des bailliages sont livrés à eux-mêmes, où l'administration royale est extrêmement peu présente dans l'organisation de ces élections. Au fond, on peut dire, pour caricaturer un peu la façon dont les élections pouvaient se passer sous la 3e, la 4e ou la 5e, il n'y a pas de candidat officiel. Et très vite, dans le processus électoral qui est compliqué avec un vote à plusieurs degrés, mais en même temps ouvert, d'abord c'est une élection. Et ce qui n'était absolument pas le cas en ce qui concerne les États généraux de 1614. Et dans un certain sens, le roi jette ces sujets un peu dans le vide et dans l'inconnu, et ne se rend pas compte de ce que peut représenter le principe même électoral. Et une élection aussi large que possible, puisque tous les hommes âgés de plus de 24 ans peuvent voter, à condition d'être inscrits sur le registre de l'impôt pour l'équivalent de 3 journées de travail. Ça représente beaucoup de monde, même si au fond l'abstention sera relativement importante, probablement autour de 70%, mais ça représente plusieurs millions d'individus sur les 26 millions, à peu près 26 millions de Français qui habitent le royaume en 1789. Vous nous avez parlé de la réalité financière du royaume, de ce déficit. Est-ce que ce déficit touche directement les Français? Est-ce que il a une cause directe dans le déroulement de la Révolution et également dans sa provocation? Et est-ce que, par exemple, pendant ces 7 jours, la question économique, elle va revenir, ou est-ce qu'elle va finalement être reléguée au second plan? Alors, dans un premier temps, elle sera reléguée au second plan. Les députés ont autre chose à faire que de régler la question financière. Ils doivent d'abord affirmer leur souveraineté, et c'est ce qu'ils vont faire. D'abord une minorité, et puis ensuite, du fait du blocage des États généraux dans les premières semaines, et progressivement une majorité des députés du tiers vont voter donc ce fameux décret du 17 juin. Mais ce que je voudrais dire plus largement, pour répondre à votre question, cette question du déficit, elle prouve que l'administration royale et le roi se montrent incapables, de tenir les comptes de l'État, et que cette incapacité s'explique par un paradoxe qui est au fond celui de tout l'absolutisme royal, et pas seulement sous Louis XVI, mais déjà de Louis XIV à Louis XVI, qui est cette antinomie entre d'une part des velléités réformistes qui habitent certainement Louis XVI, lorsque Louis XVI appelle Turgot et tente des réformes dès 1775, lorsqu'il tente ses réformes avec Calonne en 1787. Donc ces velléités réformistes de modernisation de l'appareil d'État, d'égalité fiscale aussi, c'est l'impôt territorial proposé par Calonne en 1787, qui fait que toutes les propriétés seraient concernées à égalité par l'impôt, y compris les propriétés seigneuriales. Donc, d'une part, des velléités
qui sont à l'œuvre au sein de la monarchie administrative, centralisatrice, égalitaire, d'une part, et d'autre part, une organisation sociale fondée sur une inégalité en droit. La société d'Ancien Régime, je l'ai rappelé tout à l'heure, est divisée en ordres, avec des statuts, des privilèges, des exemptions, ces fameuses libertés au pluriel du royaume, qui touchent d'ailleurs pas seulement les députés, l'ordre de la noblesse et l'ordre du clergé, mais aussi l'ordre du tiers-état, les libertés communales, les corporations, les libertés des provinces, les provinces d'État ou les provinces d'élection. Donc une société extrêmement inégalitaire en droit, qui dans un certain sens est un obstacle à ces velléités réformistes de la monarchie, d'uniformisation, de centralisation et de resserrement de l'appareil administratif d'État. Donc Louis XVI est pris en tenaille dans cet étau, entre ces velléités réformistes d'un côté et cette organisation inégalitaire de la société qui fonde sa légitimité. Et il est probable que tout autant, mais ce qui est moins dit et peut-être moins perçu de la part de l'opinion, que tout autant que la crise financière, c'est ce paradoxe qui conduit tout droit à la Révolution française et à cette semaine de juin 1789. Sur un climat, ou dans un climat, et sur un fond de revendication égalitaire. Parce que ce que probablement le roi ne perçoit pas, c'est cette transformation progressive de la critique de l'absolutisme monarchique, de ce qu'on appelait le despotisme ministériel, qui se prolonge, disons, jusque dans les derniers mois de 1788, et qui passe progressivement et insensiblement, au tournant de l'année 88 et 89, en une revendication égalitaire, et en un conflit qui ressemble presque à une guerre civile larvée, entre les représentants du tiers-état et les représentants de ce qui est très vite qualifié d'ordre privilégié, c'est-à-dire ceux de la noblesse et du clergé. Et donc, au fond, les États généraux, les députés aux États généraux arrivent à Versailles dans cette ambiance de suspicion, de jalousie, quelquefois de haine rentrée, en tout cas dans une ambiance qui n'est pas si printanière que celle de l'utopie et de l'aspiration au bonheur du peuple, mais qui est aussi celle d'une revanche que cherche à prendre le tiers-état sur l'ordre de la noblesse. Oui, vous expliquez bien dans votre livre, et c'est important d'avoir ce volet de la situation, le climat qui pesait, l'ambiance et également les nouvelles idéologies qui ont émergé. Vous parlez des sociétés de pensée. Un chapitre est consacré donc à ces sociétés de pensée. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce qu'elles sont et en quoi elles ont joué un rôle dans le déclenchement de la Révolution? Elles sont autant de laboratoires à la diffusion de ce qu'on appelle les Lumières, c'est-à-dire de Montesquieu à Rousseau, au contrat social, en passant par la Bérénale et par beaucoup d'autres, autour de ces nouvelles idées qui sont la raison, la vertu et le droit naturel. Elles s'organisent... Elles ont des formes multiples. Elles s'organisent sous la forme d'académies, de sociétés de lecture, de loges maçonniques, et on les retrouve à l'œuvre au cœur de l'organisation du processus électoral qui va conduire à l'élection des députés du tiers-état aux États généraux. Pendant très longtemps, on a cru que ces élections avaient été organisé depuis Paris, en particulier depuis le Palais Royal et les officines mises au service du duc d'Orléans. En réalité, on les retrouve dans l'ensemble du royaume. Alors, le premier à avoir développé cette idée, en prenant l'exemple bourguignon, c'est Augustin Cochin, qui précisément au tournant du 19e et du 20e siècle, publie un livre sur ce qu'il appelle les sociétés de pensée, ce qu'on appelle à l'époque le Parti des avocats ou le Parti national, qui sont précisément ces avocats et ces juristes qui se regroupent et qui décide sur l'ensemble du territoire du royaume de France d'envoyer des pétitions à destination de Versailles et de la cour pour d'abord, à la fin de l'année 1788, demander le doublement
des députés du tiers-État, ce qui les mettrait à égalité avec ceux des deux autres ordres du clergé et de la noblesse, et ensuite, dès le mois de janvier, demander le vote par tête. C'est une question qui paraît technique, mais qui est extrêmement importante, car si on prend des décisions en Assemblée générale des trois ordres, les députés du tiers-État, 600 députés sur 1200, sont quasiment majoritaires, si on leur adjoint un certain nombre de députés de la noblesse libérale qui voteront avec eux. Et donc la question, c'est de savoir qui aura le pouvoir sur les États généraux. Et donc cette demande formulée et qui arrive de l'ensemble du territoire du royaume, qui arrive à Versailles dans les mois qui précèdent les États généraux, du vote par tête, est une demande extrêmement importante. Et donc ce sont ces petits groupes d'avocats et de juristes que l'on retrouve dans toutes les grandes villes du royaume, au cœur du processus électoral, et qui auront cette intelligence dans la mesure même où l'élection est tout de même quelque chose de parfaitement inouï et inédit du point de vue des traditions du royaume, qui vont avoir cette intelligence d'organiser ces élections sur fond d'émeutes. Vous insistez bien sur ce climat, et c'est important de voir que tous les ordres sont chamboulés, et la Révolution prend vraiment non seulement tous les ordres, mais également toute la France. Ça ne concerne pas que Paris. Je ne reste pas cantonné dans le récit que je fais de ces 7 jours dans la salle générale des menus plaisirs des États généraux. Je rentre par la porte et puis je sors très vite par la fenêtre, et je me promène un peu partout en France, et j'essaye d'expliquer en sortant par la fenêtre et en même temps en revenant un peu en arrière, parce qu'on peut pas comprendre ce que font ces 600 députés du tiers le 17 juin lorsqu'ils entrent dans cette salle des menus plaisirs pour prendre cette décision inouïe de se constituer en Assemblée nationale, si on ne comprend pas ce qui s'est passé dans les premiers mois. Le processus électoral que j'ai essayé de vous décrire très très sommairement s'inscrit sur un fond de révolte qui se multiplie depuis le mois de janvier, et qui s'explique par une double crise, une crise frumentaire, c'est-à-dire que les récoltes précédentes ont été très mauvaises, et que le prix du pain ne cesse d'augmenter. Il représente 6 sols la livre à Paris en juillet 1789. Il a doublé depuis le début de l'année. Oui, le nombre des errants ne fait qu'augmenter dans les premiers mois de 1789, et cette part, je dirais, flottante de la population française, que l'on retrouve de plus en plus dans les grandes villes, qui envahit les villes principales, à commencer par Paris, va jouer un rôle certain dans le processus révolutionnaire, et en l'occurrence en juillet 1789. Et puis cette crise frumentaire provoque tout naturellement une crise fiscale, car plus le prix du pain augmente, plus la fiscalité pèse lourdement sur la population rurale. 80% de ces 26 millions d'habitants vivent de la terre. Alors je ne l'ai pas fait, mais certains de mes prédécesseurs ont calculé que la part de l'impôt, pas seulement l'impôt royal, mais l'impôt seigneurial, l'impôt clérical, c'est la dîme, représente entre 30 et 50% du revenu paysan à la fin des années 1780. Donc cette double crise frumentaire et fiscale va provoquer une multiplication des émeutes sur l'ensemble du territoire du royaume. Je les ai étudiés en particulier dans le Midi, avec un déchaînement de violence et qui évidemment n'a pas grand-chose à voir avec la violence terroriste de 93, mais qui est déjà présente et qui va perturber la tenue de ces élections, de ces collèges électoraux dans tous les bailliages du royaume. Les assemblées électorales vont être envahies par le peuple des villes, avec ce que ça peut représenter de pression, de peur, et aussi ce que ça peut représenter d'abstention. Et ça explique peut-être en partie cette très forte abstention qui préside au processus électoral de 1789. Le 17 juin, donc je répète, les députés du tiers-État se déclarent en Assemblée nationale. Et le 20 juin, ils se retrouvent dans la salle du Jeu de Paume. Alors c'est vrai qu'on a
Ça nous paraît évident aujourd'hui, mais pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans une salle de jeu pour créer une nouvelle constitution qui va servir de prétexte à tous les événements de la Révolution, que ce soit la terreur et après le retour de la paix, qui devient un vrai fondement en fait de l'idée de la nation que ces révolutionnaires se font. Qu'est-ce qui se passe le 20 juin 1789 et qu'est-ce qui les mène au 23 juin cette séance où on prête à Mirabeau cette phrase « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous en sortirons que par la puissance des baïonnettes ». Alors d'abord le jeu de paume. Toutes les villes du royaume ont un jeu de paume. C'est ce qu'on dit. On appelait ce jeu de paume le jeu des rois et le roi des jeux. C'est quelque chose qui est à mi-chemin entre le squash et le tennis, si vous voulez. Il existait donc une salle du jeu de paume à Versailles, qui se trouve à quelques encablures de la salle des menus plaisirs. Et lorsque les députés du tiers-État se présentent à la grille de l'avenue de Paris pour tenir séance, comme Bailly l'avait promis la veille, ils retrouvent ces grilles fermées. C'est au fond, par un subterfuge ou un prétexte, inventé par le roi et son conseil, d'aménager la salle en vue d'une séance royale qui est déjà décidée, mais dont on ne connaît pas encore le jour. Il s'agit d'aménager l'estrade royale, le dais royal, qui figurait déjà lors de la séance d'ouverture des États le 5 mai 1789. Et donc la salle est fermée. En réalité, c'est un prétexte qui est trouvé par le Conseil du roi et qui va rendre les députés furieux et les amener à chercher une salle de substitution. Et sur la proposition, dans un tumulte que je vous laisse imaginer, devant ces grilles fermées de la salle des menus plaisirs, sur la proposition d'un personnage qui va prendre une certaine importance au cours de la Révolution, qui s'appelle le docteur Guillotin, et qui invente la machine du même nom qui va servir à partir de 1792. Les députés se rendent à la salle du jeu de paume et prêtent ce serment qui est devenu fameux de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution au royaume. Donc on franchit une étape supplémentaire. D'Assemblée nationale, on devient Assemblée constituante, permanente, car on ne se sépare pas, et indivisible, car le serment est prêté de façon unanime. Cette indivisibilité de la Révolution, cette indivisibilité de la nation, va évidemment laisser assez peu de champ aux oppositions. Cette indivisibilité va faire que les oppositions vont tourner très vite à la trahison ou à la figure de l'ennemi de la Révolution puis de la République à partir de 1792, et explique en partie le processus de la violence révolutionnaire qui se met en place. Ce qui explique aussi ce processus, et qui est déjà à l'œuvre au cours de cette séance du 20 juin, c'est que contrairement à ce que décrit David dans son célèbre dessin, les députés se rendent dans la salle du jeu de paume, la peur au ventre. Et sous le coup d'une rumeur qui commence à prendre de l'importance, qui est véhiculée par une presse qui est quasiment libre, hein, multiplication des pamphlets, des brochures depuis le mois de mai 1788, qui véhicule quelque chose qu'on va retrouver au cœur de la Révolution française, qui est le fantasme ou la réalité du complot contre-révolutionnaire. On parle déjà, dès les premiers jours de juin 89, du fait de l'opposition de l'ordre de la noblesse aux décisions que prennent les députés du tiers-État, de complot aristocratique. La noblesse créerait volontairement la famine, elle serait en cheville avec les conseils du roi, sur le point d'emporter la décision de l'arrestation des députés du tiers-État, de leur enfermement à la Bastille, sinon de leur renvoi dans leur province. La salle des États généraux aurait été minée par la reine de façon à la faire sauter. Des canons auraient été placés sur la butte Montmartre de façon à bombarder Paris. Donc cette espèce d'angoisse
qui est probablement vécu par les députés du tiers, explique en partie cette décision du 20 juin au Jeu de Paume. Et au fond, ce serment, c'est un serment de conjuration. C'est-à-dire que les députés se lient entre eux pour mieux se protéger contre une éventuelle réaction violente de la part du gouvernement royal. Donc on est déjà là dans un espèce de jeu de billard en partie double, hein, c'est pour ça qu'il faut regarder l'événement des deux côtés. Alors même que, en effet, les États généraux ne seront pas dissous, qu'aucun député ne sera arrêté, peut-être du fait je vous ai parlé de la position d'extrême fragilité du roi au sein d'un conseil divisé, mais peut-être aussi par le fait que le roi dispose d'une armée assez peu coopérative, qui elle-même est en rébellion contre le pouvoir royal, pour toutes sortes de raisons qui seraient trop longues à expliquer là au cours de cet entretien. Mais le roi n'a quasiment pas d'armée. Et d'ailleurs, l'armée ne tire pas sur le peuple. Le dernier épisode meurtrier, c'est ce qu'on appelle l'affaire Réveillon, dans les derniers jours d'avril 1789. Mais à partir du 13 juillet au soir, il n'y a plus un soldat dans Paris. Le baron de Bézinval, qui commande militairement les troupes royales à Paris, fait retirer ses troupes dans la nuit du 13 au 14 juillet. Et lorsque la Bastille est prise, occupée, comme vous le savez, par une trentaine de gardes suisses et gouvernée par un marquis de Launay qui est aussi militaire que moi je suis pape, qui n'a jamais véritablement servi, et qui, comme le dira férocement Rivarol, avait perdu la tête bien avant qu'on ne la lui coupe. Paris n'est plus occupé par l'armée le 14 juillet. Et ceci en dit long sur ce reproche qu'on fera au roi, reproche fait également par Rivarol, et si le roi était monté à cheval sur le front de ses troupes, mais encore fallait-il avoir des troupes. Une dernière question, Emmanuel de Vareskel. Est-ce que ces 7 jours sont le commencement d'une guerre civile? Est-ce qu'on peut aller aussi loin? Alors, je voudrais terminer cette séquence. On a parlé des deux premiers épisodes, le 17 et le 20 juin. Ça se termine le 23 juin. La séance royale a finalement lieu. Le roi propose un train de réforme, et il le dit lui-même dans l'un de ses premiers discours, qui n'a jamais été aussi téméraire, mais qui arrive trop tard. Au fond, le temps du roi n'est pas celui de la Révolution. Le roi aura toujours 2 ou 3 jours de retard, et alors même que le roi continue à tenir à l'organisation des États généraux en ordre, ce qui est vraiment le défaut de sa cuirasse, lorsqu'il demande à la fin de ses propositions aux députés de se retirer dans leurs chambres respectives, la noblesse s'exécute, une partie du clergé s'exécute, mais les députés du tiers, qui se sont déjà constitués en Assemblée nationale 7 jours auparavant, refusent de quitter la salle, et c'est la fameuse séance, face à face, qui deviendra légendaire, entre le marquis de Drobrézé, qui est le grand maître des cérémonies de Louis XVI, qui se présente dans la salle vers 3h de l'après-midi le 23 juin, et la fameuse apostrophe que l'on prête à Mirabeau, mais que Mirabeau n'a certainement pas prononcée, et qui va prendre cette forme lapidaire et incisive à partir de 1791-92. On la trouve vraiment pour la première fois dans le précis de la Révolution française de Rabot-Saint-Étienne, en 1792, et qui contient des mots que Mirabeau n'a pas prononcés le 23 juin 89, en particulier le mot maître et le mot peuple. Qualifier le roi de maître, c'est le qualifier de tyran, et c'est le séparer définitivement de la Révolution, et parler au nom du peuple, c'est admettre que le peuple est entré dans le processus révolutionnaire, alors même que Mirabeau parle de la nation et pas du peuple. La première version qu'on a de cette algarade de Mirabeau, on la trouve dans le Courrier de Province, qui est le propre, on n'est jamais mieux servi que par lui-même, que par soi-même, le propre journal de Mirabeau, le 26 juin, où il n'est pas du tout question de cette formule. Cette formule, on la retrouve plus tard pour des raisons qui sont des raisons un peu innocentes, politiques, et qui tiennent aux évolutions de la Révolution.
Et il s'agit véritablement, à travers la transformation de cette phrase de Mirabeau, à travers le contenu qu'on lui donne à partir de 91 ou 92, de mettre la Révolution en opposition frontale par rapport au roi. Et est-ce que ces 7 jours, on peut aller jusqu'à dire qu'ils sont le commencement d'une guerre civile? Est-ce que les mots sont pas trop durs de parler de guerre civile? Je parlerai de guerre civile larvée. Une guerre civile dans les ressentiments, dans la psychologie, mais aussi dans les mots. Tous les mots de la terreur sont prononcés et sont à l'œuvre en juin 1789, à la fois dans les brochures, dans les discours parlementaires, le crime de lèse-nation, et d'ailleurs Mirabeau, à la fin de cette séance du 23 juin, c'est le dernier stade, va proposer un décret sur l'inviolabilité des députés. C'est-à-dire que là aussi on dépossède le roi. Jusqu'alors, seul le roi est inviolable, et maintenant c'est l'Assemblée nationale qui l'est. Donc c'est vraiment la troisième étape. Et va parler pour la première fois des ennemis de la nation, et va poser le premier jalon à la création de ce qu'on appellera le comité de recherche. Donc déjà avant même que la Déclaration des droits de l'homme ne soit votée en août, on est déjà en train de jouer entre le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, sinon le pouvoir exécutif, en faisant de l'Assemblée nationale presque déjà une sorte de haute cour de justice, qui très vite aura le pouvoir de rechercher les suspects et les coupables de contre-révolution. Donc par les mots, le mot de complot, le mot de trahison, le mot d'ennemi de la patrie, le mot aristocrate, qui prend évidemment en 89 la tournure péjorative qu'il gardera pendant longtemps, le mot de lèse-nation, tous ces mots-là sont les mots de la terreur. Et ces mots-là sont déjà à l'œuvre. Alors, bien entendu, en juin 89, on est dans un climat de violence psychologique, mais pas dans un climat de violence physique, même si elle existe déjà. Les émeutes se multiplient à Paris autour de ce centre névralgique de la Révolution qu'est le Palais Royal. Il y a des morts, mais pas comme sous la Terreur à partir de 1793. Et donc je parlerai de guerre civile larvée à travers le vocabulaire, et je terminerai en disant que cette révolution, telle qu'elle se met en place, telle qu'elle se constitue en juin 89, c'est une révolution des mots. Il y a un chapitre qui évoque cette question-là. Oui. Très très intéressant, cette propension des députés du tiers-état aux abstractions, cette fascination qu'ils ont pour les mots et pour les discours, car au fond, ces députés ne sont souverains et Assemblée nationale que par des discours et des mots. J'ai pensé très vite aux réflexions qu'a eu Tocqueville à propos de la Révolution de 1848 dans ses souvenirs de 1848, qui dit, mais au fond, derrière chaque révolutionnaire français existe un homme de lettres. Et qui parle du caractère littéraire des révolutions françaises de 89 à la Commune. Et je trouve ça assez exact. Il y a, à travers cette part d'utopie et de rêve qui est en nous, il y a cette propension à mener la révolution à travers des idées, des mots et des rêves. Merci Emmanuel de Varesquiel. Je vous en prie. De nous avoir raconté en quelques mots, votre livre 7 jours, 17-23 juin 1789, la France entre en révolution. C'est le sous-titre. Ce livre est paru aux éditions Talendier. Je tiens à préciser que vous travaillez vraiment à partir des sources et de sources diverses. Et c'est vraiment la base de votre ouvrage, et c'est important de le redire, parce qu'un événement comme ça, on peut pas le comprendre uniquement en s'appuyant sur ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été écrit. Vous cherchez vraiment à retourner à ce qui s'est réellement passé pendant ces 7 jours, et vous proposez 20 chapitres qui sont assez aisés à lire, particulièrement bien écrits. Je vous recommande, chers auditeurs, ce livre d'Emmanuel de Varesquiel, 7 jours. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.